tous. Du coup, là, dans la première presse, on a vu comment développer plus rapidement des applications. Dans cette presse, en fait, je vais essayer de vous expliquer un peu comment fonctionnent les moteurs JavaScript. C'est quoi un compilateur, c'est quoi un interpréteur, comment fonctionne V8, le moteur JavaScript de Node.js et de Chrome. Et tout au long de la presse, on va voir quelques techniques pour écrire du code qui va être optimisable par le moteur. En gros, le but, c'est de lui faciliter la tâche pour que votre application soit plus performante en termes de rapidité d'exécution. Alors juste, moi je bosse chez Cuzzle, donc on est une boîte de Montpellier, on développe un back-end clé en main qui sert aussi à développer plus rapidement des applications, un peu comme Vulkan.js. Donc j'en parlerai pas trop, mais voilà, on fait principalement du Node.js, et pour nous la performance est très important, parce qu'on se veut être un back-end extrêmement performant, et donc on fait très attention quand on écrit du code, c'est pour ça qu'on se doit de comprendre comment notre code va être exécuté. Et je m'appelle Adrien Marais. Voilà. Du coup, première chose, c'est pas magique. Bon, ici on est Epitech, donc ceux qui font du C, ils comprennent peut-être un peu plus comment ça fonctionne. Mais vos programmes, quand vous allez les écrire, ils vont être exécutés par votre ordinateur. Donc que ce soit dans une application web, une application desktop, n'importe quoi, sera toujours exécuté par l'ordinateur. Mais l'ordinateur, qu'est-ce qu'il connaît, lui? Il connaît qu'une seule chose, le processeur, il connaît qu'un seul langage, c'est le langage machine. Il comprend que ça. Et donc c'est ce code-là que le processeur va être à même d'exécuter. Le problème de ce code, comme vous voyez, c'est que c'est pas très parlant. Et écrire une application en langage machine, franchement, c'est pas pratique. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a inventé des langages pour les humains. Donc c'est ce qu'on appelle des langages haut niveau. C'est des langages qui se rapprochent du langage naturel et qui vont nous permettre d'exprimer des algorithmes, des architectures, bref, des programmes en entier. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quel que soit le langage que vous écrivez, du JavaScript, du C, du C++, du Rust, du Scala, je sais pas quoi, à la fin, il y aura toujours ça pour votre processeur, parce que lui comprend que ça. Donc pour passer du langage pour les humains au langage pour les processeurs, il y a plusieurs façons. La première façon, c'est ce qu'on appelle la précompilation. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre son code source, donc par exemple, si on est C++, du Go, qui sont des langages précompilés, et ce langage, on va le donner à un compilateur. Ce compilateur, par exemple, en C++, c'est G++. Qu'est-ce qu'il va faire, ce compilateur? Il va prendre tout votre code C++, et il va générer du code machine pour le processeur, et il va le mettre dans un fichier exécutable. Bon, ceux qui connaissent le vrai fonctionnement savent que c'est un peu plus complexe que ça, mais ce n'est pas le sujet du talk, donc on va en rester là. Ensuite, ce fichier exécutable, il va être lu par votre système d'exploitation, qui va donner directement les instructions du langage machine à votre processeur pour exécuter le programme. Donc ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'on va pouvoir générer du code machine pour votre processeur très optimisé. Il est très optimisé parce que... et du coup, il va être très rapide, vu qu'il est très optimisé. On va pouvoir avoir des optimisations globales, vu qu'on précompile tout en avance, par exemple, partager la même fonction à travers une infinité de classes. On va aussi avoir du type checking, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des erreurs de type, parce que vous ne passez pas le bon type à votre fonction au runtime, elles vont être détectées à la compilation. Finalement, ça va générer, comme on a vu, des fichiers exécutables qui vont pouvoir s'exécuter directement sur le système hôte. Après, on a quand même des inconvénients. Donc le premier, c'est qu'on a un temps de compilation qui est assez long. Donc c'est-à-dire que c'est de plusieurs minutes à plusieurs heures, hein, selon la taille du programme. Je sais qu'il y en a qui bossent chez Ubisoft dans la salle, ils savent ce que c'est, des temps de compilation assez longs. On a un typage statique, donc les fonctions ne peuvent pas accepter plusieurs types, ou alors il faut le déclarer avant, donc c'est beaucoup moins pratique que des langages dynamiques comme JavaScript. Et finalement, le processeur, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque processeur a son langage machine à lui. Donc les processeurs x64, comme sur vos laptops, ont leur langage machine, les processeurs ARM ont leur langage machine, et chaque processeur a son propre langage machine. Donc on a différentes architectures de processeurs. Donc à chaque fois, il faudra recompiler votre programme pour le processeur cible. La deuxième façon, du coup, d'avoir ce code machine, c'est d'utiliser un interpréteur. Un interpréteur, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un peu comme un compilateur. Donc d'un côté, on va avoir du code source, donc du JavaScript, hein, du Python, du Ruby, ce que vous voulez. On va le passer dans l'interpréteur, donc V8 en JavaScript, MRI en Ruby par exemple, et ça va nous amener à l'exécution du code. En fait, l'interpréteur va générer le code machine à la volée. On verra un peu plus en détail comment ça fonctionne. Du coup, avec les interpréteurs, on a pas mal d'avantages. Le premier, c'est que l'application, elle peut démarrer instantanément. Vu qu'il n'y a pas besoin de précompiler, à partir du moment où on donne le code source à l'interpréteur, il va pouvoir commencer à exécuter votre application. La deuxième chose, c'est que le code qu'on génère est portable. En fait, votre code JavaScript, vous pouvez le mettre sur n'importe quel serveur ordinateur, tant qu'il y aura un navigateur ou un Node.js, donc l'interpréteur du code, ça pourra être exécuté.
Aussi, on a une fonctionnalité très intéressante, c'est le typage dynamique. Donc dans des langages comme JavaScript ou Ruby, voilà, on peut passer un peu n'importe quel type aux fonctions, on s'en fiche, de toute manière, ça va toujours marcher, sauf quand on aura une erreur au runtime. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Au niveau des inconvénients, bah quand même, c'est qu'on n'a pas de précompilation. La précompilation, on a vu, c'était quand même assez pratique, parce que ça permettait par exemple d'avoir des optimisations globales de son code, et du coup d'avoir des performances très rapides. Du coup, les interpréteurs sont réputés pour être très lents par rapport à la précompilation. Et l'autre problème, c'est qu'avec un interpréteur, pour lire le code, il faut qu'il y ait un programme sur votre serveur, sur votre ordinateur, sur votre téléphone, qui soit capable d'interpréter ce code. Donc ça donne un programme c'est des programmes qui sont assez gros, hein, c'est les navigateurs et les moteurs de rendu qu'il y a dans les navigateurs. Le problème, c'est que des langages interprétés, il y en a partout. Aujourd'hui, du web, du JavaScript en front, du JavaScript en back. En back, on fait beaucoup de PHP, de Ruby, de Python. Donc il y en a vraiment partout. Et le problème, c'est que le web, il faut que ce soit quelque chose de rapide quand même si ce n'est pas du jeu vidéo. Il faut qu'on ait des performances acceptables. Donc il y a des gens qui ont réfléchi à ça. Donc c'est pas sorti avec le web, hein, c'est sorti avec le Java. Parce qu'à l'époque, le Java, c'était très lent. Bon, ça allait encore à ce qui se dit. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Les mecs qui font du Java, ils se sont dit, on va prendre le meilleur des deux mondes. On va prendre un interpréteur et un compilateur, et on va mixer les deux, et ça va nous donner un truc vraiment très optimisé pour exécuter du code de façon dynamique. C'est ce qu'on appelle la compilation juste à temps, ou JIT. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? En fait, c'est simple. On part toujours de notre code source, et on va le donner à l'interpréteur. L'interpréteur, en général, il va générer un bytecode intermédiaire. C'est pas obligatoire, mais la plupart du temps, ça fonctionne comme ça, pour les bons interpréteurs, hein, bien sûr. Et ensuite, l'interpréteur, il va exécuter ce bytecode et il va le transcrire en langage machine au fur et à mesure à l'exécution. Et donc, ça donne l'exécution du bytecode. On reviendra sur ce que c'est le bytecode. Et de l'autre côté, avec ce bytecode, on va aussi pouvoir le donner à un compilateur. Et ce compilateur, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va nous générer du langage machine extrêmement optimisé qui va pouvoir s'exécuter beaucoup plus vite que le bytecode de l'interpréteur. Donc là, on voit vraiment qu'on va pouvoir avoir le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on va avoir une application qui se lance instantanément. Donc ça, c'est une page web, on ne peut pas attendre de compiler son code pour charger une page web. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Et on va pouvoir toujours avoir ce typage dynamique qui est très très pratique pour développer plus rapidement ces applications. Et de l'autre côté, on a également la portabilité du code. Donc c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir l'interpréteur sur le système cible et on va pouvoir le lancer. Et de l'autre côté, on a le meilleur du compilateur. En fait, le compilateur, lui, ce qui nous intéresse chez lui, c'est la vitesse. Donc c'est ce qu'on a pris. On a du code machine extrêmement performant qui est généré et exécuté. On va parler un peu des interpréteurs JavaScript parce qu'on est quand même à Montpellier JS et c'est un peu le sujet du talk. Donc les interpréteurs JavaScript, alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit Chrome, Firefox, Edge ou même Safari, hein, ou Node.js si vous êtes côté serveur, ils fonctionnent tous à peu près de la même manière. Tous les concepts qu'on va voir aujourd'hui sont applicables aux autres interpréteurs à quelques deltas près, mais il faut savoir qu'ils fonctionnent tous pareil. Il n'y a pas deux façons de faire du code, d'exécuter de façon performante du code JavaScript. Donc comment ça fonctionne? On part de notre code JavaScript, et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va le parser. En fait, le parser, ça veut dire lire le texte pour comprendre les instructions du code. Et ça, on va générer quelque chose qui s'appelle un arbre de syntaxe abstraite. Derrière ce mot barbare, faut juste voir que c'est une représentation de votre code sous forme de graphe. Et en fait, à partir de ce graphe, ça va être beaucoup plus simple de générer du bytecode. Et ce bytecode va être spécifique à JavaScript. Ce qui est intéressant, c'est de voir, je ne sais pas si vous vous souvenez du code machine, ça ressemble un peu au code machine. C'est une représentation plus concise de votre code. Et en fait, pourquoi on fait ça? Parce que cette étape de parsing, donc lire le texte pour le parser, c'est très coûteux en ressources et franchement, on n'a pas envie de faire ça tout le temps. Donc on va le faire une fois et ensuite on va générer du bytecode. Ensuite, pourquoi on génère du bytecode? Parce qu'on pourrait exécuter tout ça directement. En fait, c'est parce que, n'oubliez pas, on a un interpréteur, mais on a aussi un compilateur. Donc l'interpréteur, il va commencer par générer son bytecode avec l'étape de parsing qu'on a vue, et ensuite il va pouvoir exécuter directement ce bytecode. Mais on a le compilateur qui va entrer en jeu, et qu'est-ce qu'il va faire lui, le compilateur? Il va optimiser certaines parties de votre code, et il va générer du code machine qu'il va ensuite pouvoir exécuter. Et il y a une dernière étape dans ce schéma, c'est ce qu'on appelle la désoptimisation. En fait, c'est pouvoir repasser du code machine optimisé au bytecode moins optimisé, mais plus dynamique. Pareil, je reviendrai un peu en détail sur ce que c'est la désoptimisation. Donc tout ça, ce schéma, en fait, c'est V8. Et dans V8, on a un interpréteur qui s'appelle Ignition et un compilateur qui s'appelle Turbofan et qui ont des logos cool en plus.
Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Moi, je préfère qu'on fasse au fur et à mesure les questions, vu qu'il y a pas mal de trucs à voir. Est-ce que quelqu'un a une question jusqu'ici? Comment ça, à 2 parties de code? Voilà, je vais en parler du coup du workflow. Ça arrive. C'est le problème des questions en live, c'est que du coup, ça se trouve, je vais en parler avant. Du coup, je t'inquiète, je vais répondre à ta question dans le slide. On va commencer par Ignition. Donc Ignition, c'est l'interpréteur de V8. Donc comme j'ai dit, hein, tout ça c'est pour V8, donc Chrome et Node.js, mais dans Firefox avec SpiderMonkey, non, c'est plus celui-là maintenant, ça a changé. C'est Rhino, non, maintenant, non? Enfin bref, dans tous les navigateurs, c'est pareil. Presque. Donc Ignition, comment ça fonctionne? Bah, comme interpréteur JavaScript, hein, on va prendre le code et on va générer du bytecode. Bon, pourquoi on fait ça? Il y a plusieurs raisons. La première, elle est assez obvious, c'est quand on compare la taille du code JavaScript écrit en texte avec la taille du bytecode correspondant qu'on génère. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tout le code, hein, il n'est pas stocké nulle part, il est stocké dans votre mémoire, dans la mémoire de votre téléphone, dans la mémoire de votre ordinateur, et donc forcément, ça prend de la place en RAM, et on n'a pas de la RAM infinie, même si aujourd'hui c'est quand même beaucoup moins un problème. Donc le bytecode, c'est une représentation plus concise de votre programme, qui va prendre moins d'empreintes mémoire. L'autre avantage, c'est qu'on n'a pas eu besoin de repasser par cette étape de parsing, de génération d'arbres de syntaxe abstraite, etc., qui est très coûteuse. Aussi, étant donné que ce bytecode est beaucoup plus proche du langage machine, il va pouvoir être exécuté de façon plus rapide. On verra un peu pourquoi à la slide suivante. Et finalement, les mecs qui ont fait V8, ils sont pas stupides, ils se sont dit le bytecode, ce qu'on va faire, c'est qu'il va être aussi utilisable par le compilateur et pas seulement par l'interpréteur. Donc, comment il s'exécute ce bytecode? Ça paraît un peu magique, je vais passer un peu vite dessus parce que c'est compliqué. Il faut savoir que Ignition, pour exécuter le bytecode, il a ce qu'on appelle une machine à registre. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, juste ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une machine à registre, ça ressemble un peu au fonctionnement d'un CPU. Donc le CPU ressemble un peu, quand il exécute du code machine, c'est un peu comme quand Ignition, il interprète son bytecode pour l'exécuter ensuite. Comment il fait? Bah, en fait, il va prendre son bytecode, il la passe dans la machine à registre, et du coup ça l'exécute. Bon là ça paraît un peu magique. Comment ça se passe? Parce que vous vous souvenez que de toute manière, le seul truc que comprend le CPU, c'est le langage machine. Donc ce langage machine, eh bien, au moment où il va falloir le générer. Et en fait, ce qu'ils se sont dit, c'est que le langage machine, on va prendre chaque instruction du bytecode, et à chaque instruction va correspondre un bout de langage machine. Et ce bout de langage machine, c'est qui le connaît? Il y en a un seul qui le connaît, c'est Turbofan. C'est Turbofan qui prend les instructions et qui génère à la volée le langage machine correspondant aux instructions. Pourquoi ils ont fait ça? Vous vous souvenez, le langage machine est spécifique à un processeur. Et du coup, aujourd'hui, Node.js supporte 9 architectures différentes de processeurs. Et du coup, ça voudrait dire que cette partie du code qui génère du langage machine, qui est très complexe à faire, elle aurait dû être répétée et dans Ignition et dans Turbofan. Ils se sont dit, on va le faire que dans Turbofan, c'est Turbofan qui fait le langage machine, point. Maintenant, on va voir un peu comment Ignition représente en interne votre code JavaScript, par quel mécanisme il arrive à se représenter votre programme et votre algorithmie. Tout d'abord, je fais un petit rappel sur les types en JavaScript. Donc bon, tout le monde doit un peu connaître, hein, les types, c'est simple, on a les nombres, on a les strings, on a les symboles, on a les big int, celui-là il est un peu moins connu quand même. On a les booleans, on a undefined et nul. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des types primitifs en JavaScript. Mais on a un dernier type, le plus important, celui qu'on connaît tous, c'est le type object. C'est juste un petit rappel pour voir qu'en JavaScript, en fait, on a 8 types différents. En fait, pas vraiment, on en a 7. Pourquoi je dis qu'on en a 7? Il y a un truc un peu spécial, c'est quand on fait un type of nul, ça nous renvoie object. Donc, ça paraît un peu déroutant. Ce qu'il faut savoir en JavaScript, c'est que chaque variable, elle part avec une valeur qui est undefined. Donc vous déclarez une variable, de base, elle a une valeur undefined. Ensuite, soit vous lui donnez une valeur primitive, soit, si vous voulez plutôt un objet, vous pouvez lui donner une valeur nulle ou la valeur d'un objet. Ce qu'il faut bien voir ici, c'est que nul représente l'absence d'objet, mais indique quand même que ça va être un objet, quelque part. Donc ceux qui font du C++ ou du Java, c'est comme le pointeur nul, c'est pareil. Autre chose sur les types sur lesquels je voudrais attirer votre attention, en JavaScript c'est pratique, on n'a qu'un seul type pour les nombres, c'est number. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en interne, ça ne va pas être la même chose que vous ayez un entier de 31 bits, donc à peu près 4 milliards. Hein. Si vous avez ce genre de nombre, en interne, Ignition va utiliser une opération qu'on appelle SMI, qui signifie Small Integer, c'est un int quoi. Par contre, si vous avez un nombre qui fait plus de 31 bits,
Ou, si vous avez un nombre à virgule, il va tout de suite switcher sur une autre représentation interne qu'on appelle heap number. Là, ce qu'il faut bien retenir, c'est que en fait, les small integers sont très très rapides. En fait, c'est surtout que les heap numbers sont très très lents. Donc, il faut vraiment essayer de privilégier tout le temps des entiers, et des entiers petits, et tout le reste, c'est quand on n'a pas le choix, quoi. Donc, les types simples, c'est bien. Mais bon, en JavaScript, on a tout le temps des objets. C'est la base du langage, hein. Des objets qui sont en fait des gros dictionnaires où on met un peu ce qu'on veut. Comment ça fonctionne? Une représentation naïve d'un objet, en fait, on pourrait se dire, bah, un objet, c'est juste un dictionnaire. Donc on a une espèce d'objet qui contient mes propriétés, donc name et age. Et pour chaque propriété, en fait, on va avoir ce qu'on appelle des attributs de propriété. Ces attributs de propriété, c'est un truc un peu caché dans V8. Dedans, on a, bien sûr, on a la valeur ici, mais après, on a des attributs un peu système qui sont utilisés par le moteur. Le truc, c'est que pour chaque propriété, on va avoir ces attributs de propriété. Donc si on est un peu naïf, on peut se dire, bah voilà, bah là, ça me suffit, là, je suis bien, là. Le problème, c'est que si je déclare un autre objet qui a la même forme, ben, je vais redéclarer la même chose, et je vais redéclarer mes attributs de propriété. Donc là, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'on a une déduplication de la mémoire inutile. Franchement, c'est pas très optimisé. Bon, après, ceux qui font les moteurs JavaScript, ils sont plutôt bons, surtout ceux qui font V8. Donc en fait, comment ça fonctionne? Ils ont introduit un concept qu'on appelle les classes cachées. En fait, une classe cachée, qu'est-ce que c'est? Ça va être une représentation interne de la structure de vos objets. Donc là, voilà, j'ai mon objet, et comme tout à l'heure, on a un JSObject, mais dedans, on va mettre uniquement les valeurs de cette instance de l'objet. Et en fait, cet objet, il va pointer sur une classe cachée. Et cette classe cachée va contenir les propriétés avec les informations descriptives de ces propriétés. Là, on a une petite différence, c'est qu'au lieu d'avoir la valeur, on va avoir un offset. En fait, c'est la position. Donc, offset, le nom, il est à l'offset 0, donc c'est la première case du JSObject. L'âge, il est à l'offset 1, deuxième case. C'est à peu près la seule différence au niveau des propriétés. Et du coup, là, l'avantage, c'est que si je déclare un autre objet qui a la même structure, bah, je vais juste redéclarer un JSObject avec mes valeurs, et je vais utiliser la même classe cachée pour stocker les attributs de propriété. Voilà, ça c'est vraiment un concept très important, qui est fondamental dans la gestion des objets. Mais après, comme vous le savez, JavaScript est un langage dynamique, et si on était en C++, bah, c'est très bien, on déclare toutes nos classes. Avant, on déclare toutes nos classes une bonne fois pour toutes, mais en JS, les objets sont amenés à bouger tout le temps. Et donc forcément, nos classes cachées, elles vont être amenées à bouger. Donc là, j'ai mon JSObject, donc avec une première classe cachée qui contient le nom et les attributs de propriété. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui rajouter une propriété. Je vais lui rajouter la propriété âge. Du coup, il y a une nouvelle valeur dans mon JSObject, mais ma classe cachée, là, elle est plus valide. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir hériter de cette classe et créer une nouvelle classe qui hérite de la première et qui va contenir la nouvelle propriété que je viens de créer. Et du coup, ici, on va pointer sur les mêmes attributs de propriété. Donc on ne va pas dupliquer la mémoire. Et là, dans ma variable âge, pour la propriété âge, on va redéclarer les nouveaux attributs de propriété. Donc de cette façon, en fait, avec vos objets, quand vous ajoutez des propriétés, vous allez faire évoluer l'arbre de classe cachée sous-jacent à cet objet. C'est vraiment un concept très important à comprendre quand on va travailler avec des objets. Là, ce qui est important de voir, c'est que, comme vous avez vu, l'ordre de déclaration des propriétés compte beaucoup. C'est-à-dire que si je déclare un nouvel objet, avec d'abord une propriété âge, puis une propriété nom, et ben, tout l'arbre de classe cachée que j'avais déclaré pour le premier objet n'est plus valide, parce que les propriétés sont déclarées dans un ordre différent. Donc une première optimisation, assez simple à appliquer à votre code, c'est essayer de réduire le nombre de classes cachées. Donc comment vous allez faire? Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est ça. Vous déclarez un objet vide, vous lui rajoutez une première propriété, puis une deuxième propriété. Qu'est-ce qui se passe là? Vous avez 3 classes cachées. La première avec rien dedans, puis le nom, puis l'âge. Ce qu'il faut faire, c'est déclarer directement votre objet avec toutes ses propriétés à l'intérieur. Comme ça, vous avez une seule classe cachée. Ce qu'il faut éviter également, c'est de déclarer des objets qui ont les propriétés dans le désordre. Parce que là, vous allez redéclarer, encore une fois, une autre classe cachée. Si vous voulez l'astuce, par exemple, parce que vous ne connaissez pas toujours les valeurs de vos propriétés en avance, ce qu'il faut faire, c'est les initialiser directement. Et si possible, avec le bon type. Donc si vous voulez stocker une string, vous mettez une string vide, un int, vous mettez un -1, je ne sais pas. Si vous voulez mettre un objet, c'est nul le type. Et donc ça, en fait, rien qu'avec cette petite optimisation,
on va quand même avoir des perfs. Donc là, c'est sur un objet avec 2 propriétés, on va quand même gagner à peu près 28% de perfs, parce qu'à chaque fois qu'on va utiliser une propriété de cet objet, il y aura moins d'arbres de classe cachés à remonter pour arriver aux informations que l'on souhaite retrouver. Je parlerai un peu à la fin des benchmarks si vous voulez, c'est un sujet à part entière je pense. Mais je préfère être transparent, donc on en parlera peut-être plus tard. Une autre astuce, en ES6, on peut déclarer des classes, donc les classes c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce qu'en fait, une classe, c'est pratique, vos propriétés, elles vont toujours être déclarées dans le même ordre, parce que le constructeur sera toujours appelé de la même façon. Donc en utilisant une classe, vous avez toujours le même ordre d'initialisation, et vous allez forcément réduire le nombre de classes cachées, parce que ce seront toujours les mêmes. En plus, il y a une petite optie interne à V8, quand vous utilisez des classes, à l'instanciation, ce sera à peu près 6% plus rapide. Donc c'est toujours mieux, si vous savez la structure à l'avance, essayez d'en faire une classe. Même si on perd un peu le dynamisme, c'est quand même, si vous le savez, faites-le quoi. Est-ce que vous avez des questions sur les objets et les classes cachées, d'abord? Une petite question, on voit la création d'objets, la création avec des... Alors, les classes, ça n'existe pas en JavaScript. Donc, en fait, les classes, c'est juste du sucre syntaxique autour de la construction avec les fonctions. En fait, pourquoi? En fait, derrière, en interne, je ne sais pas exactement ce que aujourd'hui Turbofan fait, mais avec le précédent compilateur qui s'appelait Crankshaft, en fait, quand tu déclarais une classe, ce qu'il faisait, c'est qu'il déclarait à la volée une classe C++ qui représentait ton objet. Donc je pense qu'ils ont repris la même opti. Je ne suis pas sûr, donc je ne veux pas non plus te dire quelque chose dont je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence de perf qui est notable. Tu vois, on est, bon, 6%, ça peut paraître pas non plus énorme, mais dans du JavaScript, on fait que initialiser des objets tout le temps. Donc si tu peux gagner des perfs sur un truc que tu vas faire des dizaines de milliers de fois par seconde, franchement, il faut le prendre, quoi. Ouais. Ouais. Là, en fait, là, si tu regardes, mon premier objet, je déclare d'abord le nom, ici. Non, là, dans mon objet, je déclare le nom, puis je déclare l'âge. Et là, dans cet objet, je déclare l'âge, puis le nom. Donc pour ça, il y a un truc très bien à faire. Si vous utilisez ESLint, il y a une règle qui s'appelle sortKeys, qui en fait vous force à déclarer toujours les propriétés dans l'ordre alphabétique. Donc ça peut paraître un peu contraignant, mais au moins ça vous assure que vous aurez des objets qui ont les mêmes propriétés, auront toujours les mêmes classes cachées sous-jacentes. Une autre question. Je crois qu'il y a le... L'opérateur spread, c'est un gouffre de performance. Après c'est toujours très pratique. Hein. Je reviendrai à la fin sur performance versus coût humain, mais c'est un gouffre de perf. Je ne sais pas comment il fonctionne en interne, mais je sais juste que c'est un gouffre de perf. Ensuite, ouais. Faut que tes propriétés, elles aient le même nom. Si tu mets âge avec une majuscule, c'est pas pareil que âge avec une minuscule, par exemple. Toutes les clés dans les objets, ce sont que des strings. Et une autre question, je crois. Ouais. Non. En fait, ça, c'est pas possible parce que, par exemple, là, je déclare mes clés dans un ordre. D'abord le nom, d'abord l'âge. Si ensuite j'itère sur mes clés, je vais itérer dans l'ordre que moi j'ai défini. Donc le moteur ne peut pas se permettre de faire cette optimisation à ta place. Ok. Maintenant, on va parler d'un deuxième mécanisme d'ignition qu'on appelle l'inline caching, donc le cache inline. Hein. Du coup, qu'est-ce que c'est l'inline caching? Donc on reprend notre objet de tout à l'heure avec un nom et un âge, et avec bien sûr le JSObject, la classe cachée et des attributs de propriété. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer une fonction. C'est dommage, c'est un peu bas, je ne sais pas si vous voyez derrière en fait. C'est une fonction qui s'appelle getAge, qui prend en paramètre un objet et qui va retourner la propriété âge de cet objet. Vous voyez? C'est très simple. Hein. Ça retourne la propriété âge de l'objet en question. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en JavaScript, tout ce qui se passe est toujours dans une fonction. Vous êtes toujours dans une fonction. Donc c'est ça qui va essayer d'optimiser le moteur, ce qui se passe à l'intérieur d'une fonction.
Donc comment ça se passe un peu quand je vais appeler ma fonction? Donc là, j'appelle ma fonction avec mon objet user qui contient un nom et un âge. Comment ça se passe? Première étape, il faut retourner la propriété âge. Donc première étape, je vais voir dans le JSObject. Je vais voir le JSObject. Le JSObject me dit, ah bah ma classe cachée, elle est ici. Donc je vais voir la classe cachée, je vais voir la propriété âge. Et dans la propriété âge, on me dit, ah bah la valeur, elle est à l'offset 1. Donc super, je retourne dans mon JSObject et je vais à la case 2 de mon tableau, parce qu'on commence à 0, hein, et je récupère la valeur qui est 26. Sauf que je ne vais pas m'arrêter là. Ce que je vais faire, c'est que ça, on va peut-être me le redemander, de me retourner un âge. Donc ce que je vais faire, c'est que dans le cache de la fonction, je vais aller stocker l'offset où je peux trouver la propriété âge. En gros, comme ça, la prochaine fois que je vais appeler ma fonction, au lieu de refaire tout ce cheminement à travers la classe cachée et les attributs de propriété, je vais pouvoir aller directement regarder dans le cache de la fonction à quel offset est la propriété âge de cet objet. Donc ceux qui ne voient pas, en fait, en bas, j'ai rajouté une ligne avec le cache inline qui dit que la propriété user.âge est à l'offset numéro 1. Donc la prochaine fois que j'appelle ma fonction, je peux directement récupérer la valeur, presque. En tout cas, j'ai moins d'opérations. Je prendrai après la partie des questions. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça marche par fonction JavaScript. Donc si je déclare une autre fonction, cette fois elle ne s'appelle pas getAge, elle s'appelle âge, mais c'est le même code dedans, bah là, je n'aurai pas mon cache inline. Chaque fonction a son propre cache inline. Donc c'est très important de se souvenir de ça. Comme je disais, le cache inline, JavaScript c'est un langage dynamique, donc ils sont quand même pas stupides, ils se sont dit, bah, c'est vrai que notre fonction elle peut être appelée avec des types différents. Et donc en fait, JavaScript va être capable de garder un cache pour plusieurs types différents. Si vous avez une fonction qui est appelée toujours avec le même paramètre, tout le temps le même objet, un objet qui a tout le temps la même forme, on va avoir un cache qu'on appelle monomorphique, un seul niveau de cache. Si vous appelez votre fonction avec un objet qui a une forme différente, donc là je l'appelais avec un objet qui a les propriétés k et y, là c'est un objet qui a les propriétés u et y, donc deuxième forme d'objet. Là on va rentrer dans un cache qu'on appelle polymorphique. Donc ce cache polymorphique, il va être capable de stocker l'offset où je peux trouver mes propriétés jusqu'à 5 types d'objets différents passés en paramètres. Là, j'appelle la même fonction avec des objets qui ont des propriétés différentes. Et à partir de 5, enfin à partir de la 6e du coup, on va rentrer dans un autre niveau de cache, et ça c'est le cache qu'on appelle monomorphique. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même à ce niveau-là, JavaScript est capable d'optimiser. J'ai juste écrit monomorphique. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que autant le cache monomorphique que polymorphique, ils sont stockés à côté de la fonction à l'intérieur du moteur. Le cache mégamorphique, c'est un espèce de gros dictionnaire qui est stocké au niveau global, donc forcément il est plus long d'accès. Et aussi, il peut grossir, enfin ça fait partie des choses qui peuvent faire éventuellement des fuites mémoire. Donc voilà, il faut toujours essayer de prendre soin du cache inline des fonctions. Donc ici, l'optimisation, c'est plusieurs choses. Déjà, le mot-clé delete, il faut savoir que ce mot-clé, en fait, il ne faudrait jamais l'utiliser. Genre, jamais. Le problème du mot-clé delete, c'est qu'en faisant ça, vous allez invalider tous les cache inline des fonctions qui utilisent votre objet. Donc, à la place de faire ça, mettez la valeur à undefined. Souvent, on fait ça parce qu'on ne veut pas renvoyer un truc dans le JSON ou je sais pas quoi. Mettez-le à undefined et V8 vous en remerciera grandement. Deuxième chose, si vous ne voulez pas vraiment que les propriétés ne soient plus du tout là, parce que là, la propriété, elle est là, sauf qu'elle vaut undefined. Si vous voulez vraiment qu'elle ne soit plus là, bah, ça paraît contre-intuitif, mais vous recréez un objet qui n'a pas les propriétés que vous ne voulez pas, et ça, ce sera toujours plus rapide que d'utiliser le mot-clé delete. Voilà, s'il y a bien un truc à retenir, c'est jamais utiliser le mot-clé delete. Dernière chose qui invalide le cache inline, si vous changez le type d'une de vos propriétés, vous aviez un nombre entier, vous mettez un nombre à virgule, bah là c'est pareil, on invalide tous les caches et c'est reparti pour un tour. Donc là, c'est le cache inline, il faut savoir que c'est le truc qui optimise le plus votre code. Donc c'est V8 qui le fait tout le temps, hein. Sauf que si vous lui passez toujours des trucs différents, que vous utilisez toujours delete, bah vous n'allez jamais en profiter. Donc là on est quand même sur 67%, c'est énorme, hein, on parle de 67% plus rapide. Bref, voilà, prenez soin de votre cache inline s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions sur le cache inline? Vas-y. Donc je suis un mauvais développeur et j'utilise quand même delete. Ouais. Qu'est-ce qui se passe au moment où je vais rappeler ma fonction getAge si je delete name? On va forcément aller chercher le name, on va retrouver un offset qui est plus valide. En fait, c'est pour ça que le cache inline, quand tu fais un delete, en fait V8 il va aller supprimer tous les cache inline des fonctions qui utilisaient cet objet.
enfin pour cet objet. Il va vider le cache. C'est ça. Sur un objet, n'importe quel bah, toutes les fonctions qui utilisaient cet objet, tu oublies le cache. Donc faut jamais le faire. Oui. Quand il passe de mono à poly, il invalide tous les caches. Quand il reste dans polymorphique, il rajoute. Quand il passe de polymorphique à mégamorphique, il invalide tous les caches. Et après, il reste mégamorphique. Je crois que le mec derrière toi, il avait levé la main en premier. Oui, parce qu'une classe, en fait, c'est qu'un objet. Donc, en fait, si tu fais un delete sur une propriété de ta classe, franchement, c'est pareil, mais du coup, c'est dommage, quoi. Pourquoi tu as fait une classe Ouais. C'est la même. Alors, les tableaux sont des objets, donc c'est pareil. Les maps, c'est des objets aussi. Enfin, les tableaux, c'est des objets un peu spéciaux. J'ai fait exprès, hein, j'ai pas trop de temps, donc j'ai pas fait tous les types. Mais les maps, c'est des objets purs et durs. Les tableaux, c'est un peu spécial. Mais c'est même genre de fonctionnement. Ouais. Et est-ce qu'un cache mégamorphique pourrait repasser en polymorphique et en... Non. Ou invalider les caches? Non. Non. Bah en fait, une fois que ton truc, il est devenu... Quand tu passes une étape, c'est à sens unique, quoi. Sinon, il faut relancer l'application. Ouais. Les zero-functions, elles se fonctionnent. Les comment? Les zero-functions. C'est des fonctions. Pareil. Tout est pareil. Je vais y venir aux closures, mais les zero functions, c'est des fonctions comme les autres. Ok, maintenant on va parler d'un autre truc qu'on fait tout le temps en JavaScript, c'est les closures. Donc pour ceux qui ne voient pas ce dont je parle, en fait, vous allez voir tout de suite. Donc là, j'ai une closure. En fait, qu'est-ce que c'est une closure? C'est une fonction que je vais passer en paramètre, et en fait, ou souvent, je vais déclarer à la volée. En fait, je vais déclarer à la volée une fonction. Donc en faisant ça, en fait, il faut bien comprendre que ça, c'est pas gratuit du tout. En fait, quand vous allez faire ça, à chaque fois, vous allez déclarer un objet. En fait, les closures, c'est juste des objets. En plus, c'est des objets assez complexes, qui sont beaucoup plus gros que les objets comme on vient de voir. Donc, il faut les allouer, forcément, donc ça consomme de la mémoire. Puis après, il faut que le garbage collector, il aille vider cette mémoire. Donc ça aussi, ça prend du temps. Plus on a de mémoire, plus le garbage collector travaille, donc moins l'application a de temps pour fonctionner. En plus, les closures, souvent, on les utilise parce que c'est pratique, parce que on peut utiliser des données qui sont hors de leur contexte. Par exemple, là j'ai mon nom, j'ai une variable name, et je peux l'utiliser dans la closure. J'ai une autre variable, parser, je peux aussi l'utiliser dans la closure. Ici mon callback, pareil, je peux l'utiliser dans la closure. C'est la fête, quoi. Je peux utiliser ce que je veux qui était hors contexte. Donc c'est super pratique ça. Le problème c'est que ça a un prix aussi. Et qu'en fait, ces contextes, c'est aussi des objets, un peu spécial également, mais ils doivent être alloués, donc ils doivent être garbage collectés. Et donc forcément, ça prend du temps et on peut perdre des perfs. Donc là, en fait, si on résume, à chaque fois que je vais appeler cette fonction, donc là, vous n'allez pas voir tous ceux du fond, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer. À chaque fois que je vais appeler cette fonction, je lui passe un callback, et du coup, à chaque fois que je vais appeler cette fonction, je vais déclarer 2 closures et 2 contextes de closure. Et tout ça pour rien. Enfin, pour rien. C'est pratique, mais il y a des moyens d'éviter ça. Donc il faut juste bien se rappeler que c'est pas gratuit les closures, même si c'est pratique. Donc ce qu'on va essayer de faire en général, c'est qu'on va essayer d'éviter d'allouer inutilement, de créer inutilement des fonctions ou de faire des closures. Donc première chose, ici j'ai une fonction add, et dans cette fonction add, je déclare une fonction addInt, qui retourne la somme de ces 2 paramètres. Puis ensuite, si le type de A, c'est un nombre, enfin bref, j'utilise ma fonction dans la fonction. Là, en fait, à chaque fois que je vais appeler cette fonction, ce qu'elle fait, c'est pas important. Hein. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à chaque fois que j'appelle cette fonction, je vais allouer une closure et un contexte de closure. À chaque fois que j'appelle ma fonction, j'alloue une nouvelle fonction. C'est quand même dingue. Donc bien sûr, ce qu'il faut faire, c'est dans ces cas-là, le plus possible, essayer de sortir les fonctions et de les mettre dans le scope global. Comme ça, elles sont allouées une bonne fois pour toutes. Et après c'est fini, quoi. Donc ça, pareil, ça donne des perfs qui sont... Bon, il faut savoir que V8 est très fort hein, pour optimiser ça, vu qu'on fait tout le temps ça à JavaScript. Mais on a quand même un gain significatif de perfs, voilà, c'est à peu près 11%. Il n'y a pas longtemps, on a modifié une partie du code de Cusel qui utilisait une librairie qui allouait entre 6 et 7 fonctions à chaque fois qu'on l'appelait. C'est dans une partie du code qui était appelée plusieurs milliers de fois par seconde. Donc bon, on a viré tout ça, et maintenant il y a 0 fonctions qui sont allouées, et on a gagné les perfs x2. Donc c'est des choses qui peuvent être intéressantes à vérifier si dans votre code, il n'y a pas des endroits qui pourraient être optimisés comme ça. Deuxième chose qu'il faut éviter, c'est d'allouer inutilement des contextes de closure. Donc
les contextes de closure pour vous montrer. Je vais faire, je ne sais pas si j'ai le temps en fait de faire le live coding. Je pense que je vais plutôt avancer. Pour ceux que ça intéresse, peut-être je le ferai à la fin si on a du temps. Sinon, de toute façon, il y a un dépôt GitHub où il y a tout, et donc vous pourrez aller voir. Donc bref, sachez juste qu'il y a un moyen d'éviter que le moteur alloue pour vous les contextes de closure. En fait, on va déclarer nous-mêmes un objet qui va contenir les variables dont on a besoin, et on va appeler notre callback on va appeler notre callback avec ce contexte. Bref. Bon, maintenant qu'on a vu un peu Ignition, on va passer à comment Turbofan optimise notre code, comment il fait pour compiler notre code en langage machine optimisé. Donc, comment ça fonctionne? Donc là, on a du code JavaScript, j'ai une fonction add, et cette fonction, je vais l'appeler 10 000 fois dans une boucle. En fait, Ignition, ce qu'il va faire, c'est qu'il va exécuter ce code, puis au bout de la 1000e fois, par exemple, il va faire « attends, tu m'appelles toujours la même fonction ?» Ça veut dire que c'est une fonction importante. Il appelle ça un hot pass. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est utilisé très souvent. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner le bytecode qui correspond à cette fonction directement à Turbofan. Il va lui dire « optimise-moi cette fonction » en faisant ce qu'on appelle une optimisation spéculative. On va voir ce que c'est. Cette optimisation spéculative, utilisée par Turbofan, va permettre de générer du langage machine hautement optimisé qui va être ensuite sauvegardé par Ignition. Et du coup, pour mes 9000 prochains appels, Ignition va utiliser directement ce langage machine optimisé au lieu de régénérer à chaque fois du langage machine à la volée. Donc ça, c'est ça la compilation juste à temps, c'est ça. Et c'est ça, en fait, qui booste les perfs de tous les interpréteurs qui fonctionnent avec un compilateur. L'optimisation spéculative, donc qu'est-ce que c'est, hein? En fait, comment ça fonctionne? Donc là, j'ai ma fonction add qui retourne la somme de mes deux paramètres. Donc on est dans un langage dynamique. Donc cette fonction, elle peut prendre n'importe quoi. Des int, des strings, des floats, n'importe quoi. Elle peut retourner aussi n'importe quoi. Sauf que quand j'appelle 1000 fois ma fonction avec la même chose, avec deux int et que je retourne un int, Ignition, il se dit, bon, il y a moyen que pour les 9000 prochains appels, ce soit pareil. Que ça prenne deux int et que ça retourne un int. Et du coup, il le dit aussi à Turbofan, en lui donnant le bytecode. C'est ce qu'on appelle le feedback. Et du coup, Turbofan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va générer du code machine qui va s'occuper uniquement d'additionner des ints. Et donc, il va pouvoir utiliser des optimisations des processeurs qui sont faits pour ça, pour générer quelque chose d'extrêmement performant. Le problème, c'est que JavaScript, comme on a vu, c'est un langage dynamique. Et donc, si j'appelle la même fonction, avec deux chaînes de caractères, qu'est-ce qui se passe? Là, le code machine optimisé qui a été généré n'est plus valide. Du coup, dedans, il y a des gardes. Et s'il voit que le type n'est plus un int, il fait quoi? Il fait ce qu'on appelle une désoptimisation. Et cette désoptimisation, en fait, on va jeter le code assembleur ultra performant et on va retourner au bon vieux bytecode qui, au moins, lui, a le mérite d'être complètement générique. Donc c'est ça les désoptimisations, le système d'optimisation, désoptimisation de Turbofan. Là, vous pourrez peut-être vous demander pourquoi on n'utilise pas tout le temps Turbofan, si c'est si rapide que ça. En fait, la réponse, c'est que la première, c'est que le bytecode, comme on a vu, c'est une représentation extrêmement concise du code de votre programme. Donc là, ce bytecode fait 6 octets. Quand je vais demander à Turbofan de me générer le langage machine optimisé correspondant à ce bytecode pour des ints, je vais avoir ça. Voilà. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus gros, ça fait à peu près 45 octets. Et donc ça prend de la place en mémoire. Donc toujours pareil, hein, on n'a pas une RAM illimitée, donc on ne peut pas stocker que du langage machine optimisé. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que ce langage machine, il a été optimisé uniquement pour additionner des entiers. Si j'additionne des strings, après, je vais devoir le jeter, repasser par une étape de compilation qui, elle, pour le coup, elle prend du temps. N'oubliez pas, la compilation, ça prend du temps. Donc là, surtout la compilation, pour faire une compilation optimisée. Donc si on compilait toujours toutes nos fonctions, et qu'on les appelait toujours avec des types différents, on perdrait énormément de temps à compiler du code machine optimisé qu'on jetterait direct après. Donc ce serait vraiment pas du tout performant. Donc c'est pour ça qu'on n'utilise pas tout le temps Turbofan et qu'on va uniquement l'utiliser sur les hot pass. Sur d'autres choses aussi, mais c'est un peu trop loin dans ce talk. Donc comment on va faire en fait pour essayer d'optimiser ces fonctions? La première chose, c'est qu'on va éviter d'écrire des fonctions polymorphiques, donc qui prennent plusieurs types de paramètres. Donc on l'a vu, hein, c'est pour l'inline cache, mais aussi pour Turbofan. Pourquoi? Parce que Turbofan ne pourra pas optimiser des fonctions qui prennent toujours des types de paramètres différents. Donc au lieu d'avoir une seule fonction polymorphique, il va falloir déclarer plutôt deux fonctions monomorphiques. Une pour ajouter des entiers et une pour ajouter des strings. Ça fait plus de code, mais ce sera plus performant. Donc là, c'est la plus grosse optimisation possible en JavaScript.
En général, le langage machine optimisé, il tourne 70% plus vite que le bytecode. Toujours du mal avec les pourcentages. Je crois que c'est inverse. Je crois que c'est le bytecode qui est 70% plus lent. Je sais plus. Enfin bref. C'est le meilleur truc que vous pouvez faire à votre code JavaScript, c'est lui filer que des fonctions monomorphiques. Il faut savoir que la fonction monomorphique, c'est avec des int et des strings, mais c'est aussi avec des objets qui ont la même forme. Si vous passez à votre fonction des objets qui ont des formes différentes, donc qui n'ont pas les mêmes propriétés, ou pas les mêmes propriétés, ou les mêmes propriétés mais déclarées dans des ordres différents, pareil, vous avez des fonctions monomorphiques, donc ça ne va pas le faire. Donc toujours des objets qui ont la même forme à vos fonctions. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie avec Turbofan? Oui. C'est très intéressant. Pourquoi c'est très intéressant? Il y a deux choses fondamentales dans TypeScript. Enfin, je suis pas sûr parce que j'en fais pas tout le temps, mais c'est ce qu'on m'a dit la dernière fois. Enfin, en gros, le truc que je sais, c'est que vu que TypeScript, c'est fortement typé, donc en fait, TypeScript, c'est un langage qui permet d'introduire un typage fort en écrivant du code JavaScript, et ensuite, ce code TypeScript est transformé en JavaScript. En fait, l'avantage, c'est que vu qu'on va avoir que des classes, si tu utilises que des classes, hein, pas de any, bah, tu auras toujours des objets qui ont la même arborescence de classes cachées. Et donc forcément, tu auras toujours des fonctions qui pourront être monomorphiques, tu auras toujours des caches inline qui seront bien remplis, tu auras toujours des optimisations possibles par Turbofan. Enfin, tu vas gagner beaucoup grâce à ce typage fort. L'autre chose, là c'est là où je suis pas sûr, donc s'il y a des TypeScript dans la salle qui m'arrêtent, il me semble qu'en TypeScript, tu es obligé de déclarer les propriétés dans l'ordre alphabétique. Alors ça, c'est juste ma version de slint qui est un peu trop nazie. Mais c'est bien, parce que toujours dans le même ordre veut dire toujours les mêmes classes cachées. Donc voilà, oui, TypeScript, c'est bien pour ça. Après, nous, on ne l'utilise pas parce qu'on n'aime pas les couches intermédiaires. Des fois, on a des trucs assez barbus à débugger dans Cusel, et notamment avec les couches C, CPP. Et du coup, en fait, on n'a pas envie de se rajouter un truc intermédiaire. On n'a pas envie d'écrire du TypeScript qui génère du JavaScript et de devoir un jour, j'en sais rien, débugger ce code JavaScript. Même si aujourd'hui, TypeScript, c'est quand même assez stable et je pense que ça ne doit pas arriver tous les jours. C'est juste le jour où ça t'arrive, t'es pas content, et vu que ça nous est déjà arrivé, voilà, on n'a pas trop envie de prendre le risque. D'autres questions? Ok. Juste là, c'est cool, on a parlé d'optimisation. Donc là, vous avez un peu peut-être des étoiles dans les yeux en mode ça va être génial, je vais écrire du code trop rapide. Le problème de l'optimisation, c'est comme vous avez, c'est plus compliqué d'écrire du code optimisable. Ça prend plus de place, c'est plus dur à maintenir, c'est plus compliqué à débugger. Et donc ça a un coût humain. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où les humains valent beaucoup plus cher que les CPU. Donc une heure de CPU chez Amazon, ça vaut 1 centime. Une heure d'un développeur, voilà, c'est entre 80 et 120 € selon votre taux. Comment savez-vous vendre? Et du coup, ces optimisations, il ne faut pas en faire à tout bout de champ. C'est-à-dire qu'il faut identifier des parties qui méritent d'être optimisées. Typiquement, nous, comment on fait, c'est qu'on identifie dans le code de Cusel ce qu'on appelle des zones critiques de code. C'est-à-dire que c'est des portions de code qui vont potentiellement être appelées plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de fois par seconde. Et dans cette zone, on va faire des optimisations extrêmement agressives. On va éviter d'allouer des contextes de closure. On va utiliser on va pas utiliser de closure. Pour éviter d'allouer leur contexte. On va travailler qu'avec des classes. On va faire d'autres optimisations internes de V8. Et du coup, ça va donner un code qui est dégueulasse à lire et à maintenir. Mais bon, ce code est identifié comme tel et on ne le met pas partout. Donc c'est ça vraiment que je voudrais que vous reteniez. C'est que l'optimisation, c'est bien, mais trop d'optimisation, c'est mal. Et surtout que V8 est déjà assez intelligent pour savoir comment optimiser votre code tout seul. Donc il faut vraiment essayer d'éviter de tomber dans le piège de je vais tout optimiser. Il y a juste quelques tricks qui sont très bien. C'est le truc de slint qui trie les clés par ordre alphabétique, qui vous force à les trier. Ça mange pas de pain, c'est très facile à mettre en place. Et rien qu'avec ça, vous allez gagner énormément d'optimisation. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'aimerais juste remercier toute l'équipe Cusel qui m'a beaucoup aidé quand j'ai préparé ce talk. Surtout Sébastien Cotinet, donc il n'est pas là, mais tant pis. Qui connaît très bien les mécanismes internes de V8 et tout ce qui est bas niveau en général. Et Luca aussi, qui m'a beaucoup aidé pour les slides. Et finalement, le dernier truc, c'est que pour faire cette conférence, j'ai lu énormément d'articles sur le fonctionnement de V8, des interpréteurs, compilateurs, la compilation juste à temps, enfin plein de trucs.
Et du coup, cette bibliographie, elle est disponible sur un dépôt GitHub, sur mon GitHub. Donc ceux qui voient pas, ceux qui ne voient pas, vous allez sur HN et c'est mon dernier repo créé. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les articles, il y a pas mal de choses très intéressantes dedans. Voilà. Est-ce que vous avez des questions encore sur quelque chose, n'importe quoi? Enfin, pas n'importe quoi, mais... Ouais. Faut éviter de déclarer une variable comme fonction. Parce que, en fait, quand tu déclares une fonction dans le scope global, elle n'est pas traitée pareil. Enfin, et typiquement, elle sera allouée qu'une fois. Alors que si tu déclares ta fonction dans une variable, elle est potentiellement allouée plusieurs fois. Bon, si cette fonction elle est déclarée dans le scope global, en général, elle sera déclarée qu'une fois. Mais après, je ne sais pas s'il y a d'autres impacts de performance mesurables. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de choses, hein, c'est que du sucre syntaxique, hein, que ce soit les arrow-fonctions, que ce soit cette façon de déclarer les fonctions, ou une autre, ou des fonctions anonymes. Beaucoup de choses, c'est juste du sucre syntaxique. Ouais. Il y a des usages peut-être au niveau où ça, par exemple, peut être ralenti par Ouais, bah typiquement là, dans Cuzzel, on utilise une lib qui s'appelle async, donc assez populaire hein, quand même, je crois qu'il y a 10 000 stars sur GitHub. Et on utilisait une seule méthode de cette lib qui permet en fait, quand on a une chaîne de callback, donc un tableau de callback, d'exécuter chaque callback et de passer au callback suivant le résultat du premier. En gros, c'est ça. Et du coup, la fonction s'appelle waterfall et elle est utilisée dans une zone critique de code, dans notre système de gestion événementielle. Donc c'est un truc qui est appelé potentiellement plusieurs milliers de fois par seconde. Et du coup, j'ai commencé à regarder un peu ce truc et j'ai essayé d'optimiser pour éviter d'allouer des closures et des contextes et j'arrivais pas à avoir des gains significatifs. Et après, je suis allé regarder le code de async waterfall et en fait là-dedans, il déclare entre 6 et 7 fonctions à chaque fois que tu appelles la méthode, quoi, pas la fonction. Et donc ça, typiquement, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on appelait cette fonction, on créait entre 6 et 7 objets qui ont chacun leur contexte et pour tout ça le jeter derrière, quoi. En plus, le problème de déclarer des fonctions comme ça, et à usage unique, hein, c'est que vous n'avez pas de cache inline. Vu que vous la créez, vous l'appelez, et ensuite vous la jetez. Donc il n'y a pas de cache inline. Il n'y a pas non plus d'optimisation par Turbofan. En fait, Turbofan est capable de faire des optimisations, donc il est capable de inliner les fonctions, en fait, de casser votre fonction et de dire, bah ça, en fait, c'est Turbofan qui vous fait, mais pourquoi tu as déclaré une fonction? Mets les instructions comme ça et je vais me débrouiller. Mais enfin, il y a plein d'optimisations que vous n'aurez pas, quoi. Donc après, toujours pareil, c'est très compliqué. Donc là, j'ai mis des chiffres. Parce que j'ai fait cette présentation en interne et on m'a dit c'est dommage, il n'y a pas de chiffres. En fait, de base, j'avais pas voulu mettre de chiffres parce que c'est très compliqué de faire des benchmarks, parce que ça, c'est du micro-benchmark. C'est compliqué pour plusieurs raisons. Déjà, on est sur des temps qui changent très peu. Hein. Il y a des choses qui se mesurent en nanosecondes. Et aussi parce que souvent, vous allez penser mesurer quelque chose, et en fait, vous n'allez pas du tout mesurer ça. C'est-à-dire que V8, enfin là, c'était vraiment, j'ai survolé hein, ce que font Ignition et V8, et Turbofan, mais ils font beaucoup plus de choses que ça. Et des fois, ils vont appliquer des optimisations à votre code que vous n'êtes même pas au courant. Et du coup, vous allez dire « Ah, c'est plus performant comme ça, parce que j'ai fait ça. » Non, c'est pas parce que tu as fait ça, c'est parce que tu as fait autre chose et que Turbofan a pu l'optimiser. Donc les micro-benchmarks, c'est très compliqué. Si vous voulez, plus tard on parlera, moi j'ai une méthode pour les faire, pour éviter toutes les optimisations. Sinon, il faut aussi savoir que Node est livré avec des outils qui permettent de savoir quand une optimisation est réalisée et quand une déoptimisation est réalisée. C'est l'option trace-opt ou -dopt. Donc voilà, vraiment sur le benchmark, j'attire votre attention pour m'être cassé les dents de très nombreuses fois sur benchmarker des trucs qui fait oh c'est génial, c'est plus rapide. Et en fait, non, c'est juste que y a un truc que j'ai pas pris en compte, j'ai fait de la merde dans mon benchmark. Et donc voilà, c'est très compliqué. D'ailleurs, dans la bibliographie, il y a un mec qui en parle, c'est un core développeur de V8, et en gros, ce qu'il dit, c'est fais pas de micro benchmark parce que tu sais pas ce que tu fais, quoi. Voilà. Ok, d'autres questions? Ouais. C'est ça. C'est ça. Il alloue, bon, il est malin, il alloue un contexte que si tu utilises une variable qui est en dehors du scope. Pas d'autres questions? Ok. Bah merci en tout cas de m'avoir écouté. J'étais un peu plus long que prévu, mais merci à tous.